Moi, je suis plutôt d'accord avec cette analyse dans la mesure où, vu comment c'est écrit après la réforme constitutionnelle de 2008, il limite non pas en termes de durée, de temps, mais il limite en termes de Mmh. mandat. Et donc un Mmh. mandat, même s'il fait une seconde de mandat et qu'il démissionne, ça reste son deuxième mandat. Ensuite, après, moi, je vois une problématique aussi politique, en plus de la problématique juridique. C'est-à-dire que, imaginons qu'il démissionne. Il démissionnerait pour quelle raison? Et ensuite, après, est-ce que ce serait accepté par la population, donc par les Françaises et les Français, qui puissent se représenter et se faire réélire? Je vois deux impasses. La première, c'est que si par cas il s'en remet en peuple, la chose la plus traditionnelle, ce serait de faire par dissolution. Et s'il y aurait une dissolution qui serait menée dans un temps immédiat, dit court, ce serait vraisemblablement le Rassemblement national qui serait première force politique, donc qui serait désavoué En tout cas, personnellement. ce sont les derniers sondages qui montrent ça. Dans les sondages. Et on voit aussi 55-45 pour Marine Le Pen, selon un dernier exactement. sondage. Et on voit aussi que la majorité présidentielle menée par la République en marche, devenue Renaissance, s'effondrerait politiquement en termes d'intention de vote. Et donc si par cas, après une dissolution avortée, Emmanuel Macron démissionnerait, admettons qu'il puisse juridiquement se représenter, vraisemblablement il perdrait cette élection. Et donc du coup, est-ce que lui-même prendrait les risques? Je ne suis pas sûr. Et là, on arrive à une véritable impasse politique. C'est-à-dire qu'en cas de dissolution, Emmanuel Macron n'a très peu de chances de récupérer une majorité absolue à l'Assemblée nationale, hormis s'il y a un événement extérieur ou hormis s'il arrive à provoquer un réflexe légitimiste. L'autre point, c'est est-ce qu'un changement de Premier ministre ou un retrait du texte lui permettrait de reprendre la main? Un retrait du texte, on n'est pas sûr que ça calmerait la population parce qu'il faut comprendre les raisons de la colère de la réforme des retraites qui est, comme les Gilets jaunes, une multitude, une coagulation des luttes. Une crise sociale, une crise territoriale, une fracture identitaire et même une question de sens à partir du moment où, en fait, la plupart des gens qui sont contre la réforme des retraites ont peur d'une chose qui est le déclassement, qui est symbolisé par un point essentiel d'un sondage Fracture Française, c'est que les Français pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Et c'est pour ça qu'il y a un tel doute sur le report de l'âge légal. Et ensuite, après, donc un retrait du texte ne fonctionnerait pas. Est-ce qu'un changement de Premier ministre, au vu du stock disponible par Emmanuel Macron, qui correspond à la fois à la majorité présidentielle et aux envies d'Emmanuel Macron, permettrait de changer la donne? Je n'en suis pas sûr. Et donc, se pose inévitablement la question de la démission du chef de l'État. Mais si par cas il y a démission dans un laps de temps très court, il est vraisemblable que ce soit Marine Le Pen qui l'emporte et Macron serait le président qui a fait élire Marine Le Pen, comme Barack Obama est le président qui a fait élire Donald Trump. Oui, alors à cela près que je ne sais pas si vous avez lu l'analyse de Patrick Buisson dans Le Point très dernièrement. Il voit deux freins à l'élection de Marine Le Pen. Le premier, c'est que les retraités n'ont massivement pas réélu Emmanuel Macron. Et la deuxième chose, c'est que, alors je ne sais plus quelle est la formule, mais qu'elle a un problème patronymique. C'est-à-dire que le nom Le Pen reste quand même dans l'esprit des Français comme une barrière. Ça tombe bien que vous posez la question. On va sortir un document sur est-ce que Marine Le Pen peut gagner. Et en fait, il y a des raisons... Au millénaire, vous voulez dire? Oui, au millénaire. Et donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Marine Le Pen monte. Parce qu'il y a une fracture sociale en France. Donc, il y a une demande sociale qui est très importante, accentuée par la crise sanitaire et la crise économique qui découle de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine. Il est par l'inflation, etc. Il y a aussi un deuxième point, ça n'a pas été dit, c'est la question de la demande d'ordre. Emmanuel Macron était monté et a réussi à capter une grande partie de l'électorat LR depuis la crise des Gilets jaunes parce qu'il était devenu le parti de l'ordre. Or, en France et à l'Assemblée nationale, on assiste à un parti du désordre. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'est pas capable de tenir à la fois les rues et les débats à l'Assemblée nationale par sa présidente d'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. Il y a un troisième point qui est plus important. Franchement, vous y allez fort sur Yaël Braun-Pivet. Enfin, quand vous avez... Moi, c'est mon avis. Allez prendre sa place au perchoir. Je ne suis pas du tout en train de la défendre, mais honnêtement... Non, moi, mon avis, c'est que je ne dis pas est-ce que c'est bien géré ou pas. Je dis les Français pensent que c'est mal géré. Ensuite, après, il y a un troisième point. On va les envoyer au perchoir, puis on va voir si... C'est l'effondrement de la majorité présidentielle qui est symbolisé dans le dernier sondage sorti par le Figaro Magazine, auquel toutes les personnalités rattachées au gouvernement d'Emmanuel Macron s'effondrent en termes d'intention de vote. Et le seul qui reste élevé, c'est celui qui est en opposition un peu avec le président de la République, Édouard Philippe. Et il y a un quatrième point, c'est que les partis de gouvernement n'ont pas réussi à se restructurer, capable de susciter un front républicain contre Marine Le Pen. Et il y a un cinquième élément qui est plus important. Il y en a combien? Et il y a un cinquième élément qui est le plus grave. Cinquième élément. Qui est le plus grave de tous. C'est que c'est la question de l'incarnation de la fonction présidentielle. C'est-à-dire que Marine Le Pen, à l'heure actuelle, incarne ce que souhaitent les Français, dans la mesure où elle est la deuxième personnalité politique ou première à égalité avec Édouard Philippe, ce qui est le plus dangereux dans l'hypothèse où vous ne souhaitez pas une élection de Marine Le Pen. Parce que elle... Mais il y a quand même un point qui permet de nuancer, là où Patrick Buisson a raison. Le premier point, c'est que Marine Le Pen apparaît, même si elle est populaire, comme incompétente
sur les fonctions de gouvernance et de gérer les affaires de l'État, notamment sur un volet essentiel qui sont les affaires économiques. C'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi à faire comme ce qu'a fait Giorgia Meloni il y a quelques mois en Italie, à séduire les milieux patronaux. Mais elle n'a pas du tout le même profil, Giorgia Meloni. Je pense que c'est ça son problème. Et c'est là où si vous voulez comparer Giorgia Meloni, il faut comparer à Marion Maréchal. Oui, mais je pense que c'est ça son problème, parce que dans l'hypothèse où Marine Le Pen affronterait Jean-Luc Mélenchon dans un second tour d'élection présidentielle, si l'élection arrive, si Emmanuel Macron démissionne et que dans un mois vous avez l'élection, vraisemblablement ce sera Marine Le Pen contre Mélenchon et c'est Marine Le Pen qui l'emporterait. Oui. Mais si par cas vous arrivez à l'hypothèse de 2027, à la fois que Marine Le Pen n'arrive pas à monter en gamme sur les questions économiques et sociales qui sont la première préoccupation des Français, donc à pouvoir répondre de manière crédible aux enjeux. Et deuxième point, vous avez l'hypothèse qui est tout à fait possible, que les partis de gouvernement et de gauche et de droite puissent se reconstituer pour formuler une offre. Et dernière hypothèse, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un au sein de la Macronie qui va se faire élire en opposition à Emmanuel Macron, tout en captant l'électorat de Macron? C'est ce qu'avait fait un certain Emmanuel Macron contre François Hollande en 2017. Un autre Judas, ce qui peut être Édouard Philippe, ou un Nicolas Sarkozy en 2007 avec Jacques Chirac. Bien sûr, Benjamin Morel. C'est qui le Judas? Attends. William, c'est qui le Judas? Édouard Philippe. Ou le Bruno Le Maire. Mais Édouard Philippe, est-ce qu'il est encore considéré comme un Judas? Il a pris large. Là où il est très fort. Ça fait combien de temps qu'il est parti 2020, ça fait 3 ans. Mais 2020. Là où il est très fort, Édouard Philippe, c'est qu'il arrive à consolider l'électorat de la majorité présidentielle, donc de Macron, tout en montrant qu'il est différent, parce que Emmanuel Macron lui tape tellement dessus qu'il apparaît en opposition également à Macron. Il a peu le même rôle de Fillon avec Sarkozy, en fait. Oui, mais vous savez, Non, je pensais que vous alliez me réserver un coup de théâtre au sein même là du gouvernement. Tout d'un coup, Jean Castex, il y en a quelques-uns. Regardez. Non, mais vous rigolez, mais je sais que c'est une hypothèse. Je sais que c'est une hypothèse qui circule. Darmanin, Le Maire. Moi, je mettrais 2 noms. Je mettrais Le Maire et Attal. Voilà. Et Darmanin, non. Darmanin, non. Il faut bien démocrate en France. Moi, je pense même qu'il peut. L'effondrement du macronisme peut faire réapparaître paradoxalement le clivage gauche-droite. Parce qu'en fait, est-ce qu'un parti politique peut mourir? Oui. Est-ce que les courants d'idées qui ont structuré la France sont encore morts? Non, en fait, vous les retrouvez à chacun des points. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une NUPES qui représente la deuxième gauche dite révolutionnaire avec la séparation du Congrès de la SFIO. Mais vous avez toujours une gauche social-démocrate qui existe électoralement, qui est à la fois piégée entre le PS et chez Emmanuel Macron. Ouais. Mais si par cas vous n'avez plus Emmanuel Macron, est-ce que les sociodémocrates ne retournent pas à la maison? Et de l'autre côté également, vous avez toujours une famille de tradition gaulliste et une famille de tradition démocrate chrétienne qui ressemble à l'UDF. C'est pour ça que je me demande bien une minute quand même pour parler de Taïwan, parce que c'est grave ce qui se passe en ce moment, William T. Oui, on a une montée. De toute façon, on a une montée des tensions sur le détroit de Taïwan et sur l'île de Taïwan depuis l'annonce de Joe Biden lorsqu'il était au Japon de garantir la sécurité de Taïwan sur le plan militaire. Et donc depuis, en fait, moi je trouve que Joe Biden, étonnamment, j'avais pas une très bonne opinion de lui et je l'assume. Je trouve qu'il s'en sort très bien sur les questions d'affaires étrangères, à la fois sur l'Ukraine et sur Taïwan, parce qu'il place le bon curseur pour refaire apparaître les États-Unis sur le devant de la scène, tout en n'étant pas interventionniste comme l'était Barack Obama. Et en plus, il peut garantir la promesse que justement Obama n'avait pas faite sur la Syrie. Sur la question spécifique de Taïwan, il doit à la fois garantir la sécurité de Taïwan, parce que de toute façon, il est sur un logiciel depuis le pivot américain qui est les démocraties contre les régimes autoritaires. Donc il doit soutenir l'Ukraine et il doit soutenir Taïwan, tout en utilisant un effet dissuasif pour faire en sorte que Xi Jinping n'envahisse pas l'île. Et est-ce qu'il est probable que Xi Jinping et la Chine envahissent l'île? En tout cas, il ne faut pas l'exclure d'ici 2030. Moi, je pense qu'il ne faut pas l'exclure. Tout dépendra de plusieurs facteurs. Le premier, c'est est-ce que la Chine arrive à se remettre de la politique du zéro Covid dans un laps de temps qui est très court. Le deuxième point, c'est est-ce qu'ils arrivent à développer leur armée, notamment sur la mer de terre, parce que le détroit de Taïwan est difficile à conquérir et ça peut finir comme la baie des cochons avec John Fitzgerald Kennedy. Le troisième point, c'est s'ils arrivent à être autosuffisants en cas de sanctions économiques pour pouvoir garantir l'appareil industriel. Et l'autre point qui est le plus important, et je pense que c'est pour ça que Xi Jinping attend de voir qu'est-ce qui va se passer et pourquoi il lâche pas Poutine, c'est est-ce que la Russie arrive à envahir militairement l'Ukraine? Et si par cas, Vladimir Poutine réussit son opération, n'excluez pas une intervention sur l'île de Taïwan sur le plan militaire. Dans ces élections de 2024, la difficulté pour Taïwan, c'est de faire bouger les lignes. On le disait tout à l'heure dans le journal de 18h avec le spécialiste Emmanuel Véraud. On sait que faut faire bouger les lignes, mais à chaque fois qu'on essaie de faire bouger les lignes, on a l'armada chinoise qui arrive. On est à 71 avions de chasse autour qui font une opération d'encerclement, 9 bateaux de guerre au moins. Enfin, c'est... Xi Jinping est un peu bloqué. Il avait été élu en 2012. Il a réussi à réformer la Constitution et à inscrire sa doctrine sur plusieurs piliers. Le premier, c'était de faire en sorte que la Chine soit première puissance mondiale d'ici 2049. La première difficulté qu'il a, c'est qu'avec le retard pris sur le Covid, vraisemblablement la courbe de PIB
entre la Chine et les États-Unis ne se croisera pas avant 2030, dans la mesure où la Chine a pris du retard. Donc il ne peut pas réussir ce projet-là avant quelques années, et peut-être pas de son vivant. Le deuxième point, c'est qu'il avait promis de réussir ce qu'il appelle le rêve chinois, donc d'assurer la prospérité commune à l'ensemble des Chinois. La difficulté, c'est que quand vous êtes en politique de restriction économique, donc avec une politique de zéro Covid, votre population n'a pas de croissance économique, et tout le modèle chinois repose sur la question de la croissance économique. Tout le but, et notamment depuis Deng Xiaoping dans les années 1980, c'était de faire monter l'économie du PIB pour le faire ruisseler à l'ensemble de la population pour qu'ils bénéficient de cette croissance. Et donc, il ne reste plus qu'un seul troisième objectif à avoir, c'est de la promesse de réunification entre Taïwan et la Chine. Et donc, s'il échoue sur cette promesse, qu'est-ce qui restera du mandat de Xi Jinping? Est-ce qu'il ressemblera davantage à Mao plutôt qu'à Deng Xiaoping, qui a quand même réussi à susciter plus de vocations quand même dans le monde?